Le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce jeudi. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h. Depuis la newsroom, dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ealichi Dorelas pour présenter la page internationale. À Jacques Mel pour le grand journal. Colonel François Robbins assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. Détenue depuis 9 mois en Russie, la joueuse de basket américaine Brittney Griner est de retour aux États-Unis. Un accord entre Washington et Moscou a été conclu sur un échange de prisonniers. La Russie a obtenu en retour le marchand d'armes Victor Bout. Voici un reportage à signer Euronews. Détenue depuis 9 mois en Russie, la joueuse de basket américaine Brittney Griner est de retour aux États-Unis. Un accord entre Washington et Moscou a été conclu sur un échange de prisonniers. Brittney Griner avait été arrêtée en février dans la capitale russe en possession d'une vapoteuse contenant un liquide à base de cannabis, ce qui lui avait valu une condamnation à 9 ans de prison pour trafic de drogue. Le président américain Joe Biden a confirmé sa libération. Elle est en sécurité, dit-il. Elle est dans un avion, elle est sur le chemin du retour après des mois de détention injuste en Russie dans des circonstances intolérables. Brittney sera bientôt de retour dans les bras de ses proches et elle aurait dû être là depuis longtemps. En échange, la Russie a obtenu le retour de Victor Bout, un marchand d'armes qui purgeait une peine de 25 ans de prison aux États-Unis. L'échange a eu lieu dans un aéroport d'Abu Dhabi, précisent les autorités russes. La Russie qui par ailleurs détient toujours un Américain, Paul Whelan, qui purge une peine de 16 ans de prison pour espionnage. Direction le Burkina Faso, une nouvelle mine d'or exploitée par une société russe. Le groupe exploite déjà 3 gisements dans le nord du pays. Voici un reportage à signer Africa News. Au Burkina Faso, le gouvernement de transition a décidé d'octroyer le permis d'exploitation d'une nouvelle mine d'or à la société russe Nordgold. Cette décision s'inscrit dans une volonté des militaires au pouvoir depuis le coup d'État de janvier 2022 de diversifier les partenaires du pays. Prévu pour une durée de 4 ans, ce permis d'exploitation sur le site de Yimougrou, région du centre-nord du Burkina Faso, couvre une superficie de 31,44 km² et permettra une production totale estimée à 2,53 tonnes d'or, selon le gouvernement. La contribution directe de cette production au budget de l'État est estimée à 5,3 milliards de francs CFA, soit 8,1 millions d'euros, et 648 millions de francs CFA au profit du Fonds minier de développement local. Le groupe russe Nordgold exploite déjà 3 gisements dans le nord du pays. Avec environ 70 tonnes par an et 17 mines industrielles, la production d'or est devenue en une douzaine d'années le premier produit d'exportation du Burkina Faso devant le coton. Direction la République démocratique du Congo, une enquête préliminaire de l'ONU accuse la rébellion du M23 d'avoir exécuté au moins 131 civils et commis viols et pillages le 29 et 30 novembre dans 2 villages de l'est de la RDC en représailles à des affrontements avec des groupes armés. Voici un reportage à signer France 24. C'était il y a quelques jours à Goma. Ces Congolais se sont réunis pour rendre hommage aux victimes tuées à quelques kilomètres de là, dans le village de Kishiché. Il y a nos compatriotes qui ont été tués avec les terroristes du M23 et le président de la République avait décrété 3 jours de deuil national. Disons que trop c'est trop, on en a marre. On ne veut pas de la guerre, vraiment. Nous sommes là pour la paix. Nous sommes les Congolais, cherchent la paix. On cherche la paix avec des voisins, mais les voisins ne veulent pas nous donner la paix. Des accusations corroborées par un rapport de la MONUSCO. Selon la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, 131 civils ont été tués par le M23 les 29 et 30 décembre derniers dans les villages de Kishiché et de Bambo. Ces violences ont été commises dans le cadre d'une campagne de meurtre, de viol, d'enlèvement et de pillage contre ces 2 villages du territoire de Rutshuru en représailles à des affrontements entre le M23 et les forces démocratiques de libération du Rwanda. Ancienne rébellion majoritairement Tutsi, le mouvement du 23 mars de son côté nie les faits et invite les membres de la MONUSCO à se rendre sur place.
Le M23 a repris les armes l'année dernière et conquis de nombreux territoires au nord de Goma. Selon les autorités congolaises, l'ONU et la diplomatie américaine, les rebelles sont soutenus par le Rwanda, ce que dément Kigali. Le 23 novembre dernier, un cessez-le-feu a été signé entre les différents belligérants, stipulant l'arrêt des combats et le retrait du M23 des zones conquises. Mardi, les rebelles se sont dit prêts à se retirer, une déclaration qui n'a pour le moment pas été suivie des faits. Zoom sur la guerre en Ukraine, l'Ukraine est dans le noir, blackout total en Ukraine. L'Occident est-il dépendant de la Russie en matière de nucléaire? Écoutons un extrait de l'émission sur Europe 1. D'abord, Géraldine Bosner. Bonjour Géraldine. Bonjour, bonjour. Alors le nucléaire, pilier central, entend-on toujours, de notre indépendance énergétique. Le Canard enchaîné suggérait hier que c'est peut-être faux. L'Occident est-il, là encore, dépendant de la Russie? La question hante les esprits depuis cette révélation troublante hier du Canard enchaîné. EDF aurait acheté cette année 290 tonnes d'uranium enrichi à la Russie, un gros tiers de ce que nos centrales consomment chaque année. Alors, on va le dire tout de suite, ces chiffres sont inexacts. Les douanes mélangent plusieurs flux. Selon mes informations, Dimitri, EDF a acheté cette année exactement 153 tonnes d'uranium enrichi à la Russie, comme l'an dernier d'ailleurs. C'est un volume contractuel, ça représente 15% de ce qu'utilise EDF dans nos centrales nucléaires. Mais donc on peut dire qu'on est dépendant pour notre nucléaire à 15% de la Russie? Non. Et c'est ça qui est fou. On n'est pas du tout dépendant des Russes parce qu'on pourrait très bien s'en passer. D'abord, précisons que pas un gramme de notre uranium ne vient du sol russe. Il est extrait ailleurs, au Kazakhstan, en Australie, mais cet uranium naturel, donc, n'a pas assez d'isotopes fissiles. Il doit être enrichi. Et c'est là que Rosatom intervient. Le géant russe fournit un service à EDF qui voulait diversifier ses fournisseurs. Rosatom, c'est le EDF russe, hein, exactement. Pour faire simple, le français Orano pourrait tout enrichir, mais il n'en fait qu'une partie. Urenco, un consortium européen, en fait une autre, et Rosatom, donc 15% du total. Le contrat, en fait, date d'avant le conflit en Ukraine, évidemment, et comme les activités liées au nucléaire sont protégées des sanctions, EDF n'ose pas dénoncer son contrat, elle devrait payer des pénalités, et plutôt que de l'assumer, elle n'a rien dit. Un silence qui paraît quand même un peu coupable, financer la Russie, continuer à travailler avec elle malgré la guerre, alors qu'on n'est pas obligé de le faire. C'est choquant. Bien sûr, mais le problème, c'est que la France n'est pas toute seule dans cette galère. Et si elle dénonçait son contrat, dans les autres pays, tout le monde dirait on n'a qu'à faire pareil. Or non, les autres ne peuvent pas faire pareil. La France, en fait, est la seule avec la Russie à être à peu près autonome. Parce qu'avant d'être brûlé dans un réacteur, l'uranium doit être transformé, première étape, en hexafluorure d'uranium, qui est une forme gazeuse et qui facilite la deuxième étape, l'enrichissement dans une énorme centrifugeuse. Ces capacités de transformation, d'enrichissement, très peu de pays les ont en réalité. Et la France en dispose. Exactement, grâce à Orano, qui est un acteur mondial, c'est un quart des capacités de conversion de la planète. Oui, d'autres savent le faire en Europe, au Canada, mais les Russes tiennent quand même 20% de ce marché. Donc à la rigueur, on pourrait augmenter nos capacités et se passer des Russes pour cette étape, la conversion. Mais pour l'enrichissement, Dimitri, non, c'est un secteur hyper concentré. Seuls 3 groupes dans le monde peuvent offrir ce service. Orano, donc le français, le consortium Urenco, qui rassemble Allemagne, Angleterre, Pays-Bas, et le russe Rosatom qui rafle 46% du marché mondial. Les États-Unis n'ont rien, ils ne savent pas faire, ils comptent un peu sur Urenco et sur la Russie beaucoup. La Corée, le Japon n'ont rien non plus, totalement dépendants. C'est le grand tabou de ce conflit en réalité. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Construire des capacités, des centrifugeuses. Orano veut augmenter de 30% ses capacités d'enrichissement en France. C'est bien, mais ça ne suffira pas. Il faudrait que les autres, et les États-Unis surtout, s'y mettent. États-Unis qui sont en fait très mal dans cette affaire, totalement à la merci du Kremlin. C'est assez étonnant quand même de voir que les Américains n'ont pas du tout de capacité d'enrichissement. Assez stupéfiant. Merci pour cet éclairage passionnant. Merci Géraldine. Prenons la direction du Pérou, destitution de Castillo. Le Pérou a connu 6 présidents en 6 ans. C'est une catastrophe, selon Maurice Lemoine, qui intervenait sur RT. Écoutons un extrait de l'émission. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Pedro Castillo est donc un président élu démocratiquement. Il a été la cible de 3 motions de destitution en moins de 17 mois qu'a duré sa présidence. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ?
Écoutez, là, le fond du problème, c'est que ce qui s'est passé hier n'est pas vraiment une surprise dans la mesure où on le voit arriver depuis que Pedro Castillo est arrivé à la présidence en juin 2021, dans la mesure où l'opposition de droite, y compris de droite radicale, n'a jamais accepté en réalité que ce président qui est un ancien enseignant, syndicaliste, ait été élu à la présidence. Et donc, effectivement, elle a multiplié les manœuvres, les mesures, elle a procédé au renversement de plusieurs ministres, de plusieurs premiers ministres, et elle a mis le président Castillo sous une pression constante qui l'a amené, d'une certaine manière, qui l'a poussé à la faute. Puisqu'effectivement, lorsque le 7 décembre, il a dissous le Congrès, dans la Constitution, il ne pouvait pas le faire. Mais en réalité, ce qui se passe au Pérou en ce moment s'inscrit un petit peu dans la lignée, y compris de ce qu'on a vu il y a quelques jours en Argentine, avec la condamnation de la vice-présidente Cristina Kirchner, l'ancienne présidente de la République, sur des faits de corruption qui ne sont pas du tout avérés. C'est une offensive très dure de la droite radicale contre des présidents ou des personnels politiques de gauche pour les éliminer du pouvoir. On a l'impression de l'extérieur qu'on a des politiciens qui ne respectent pas finalement le résultat des urnes. On a 3 présidents destitués en l'espace de 4 ans. C'est normal du côté du Pérou d'agir de cette façon ? Je crois que c'est normal d'une part. Mais malheureusement, effectivement, le Pérou a connu 6 présidents en 6 ans. C'est une véritable catastrophe. L'un des cœurs du problème, et que, y compris le président Castillo voulait résoudre, c'est que dans sa campagne présidentielle, il avait annoncé qu'il voulait convoquer une assemblée constituante pour réformer la Constitution. Parce que cette Constitution qui a été élaborée pendant la dictature d'Alberto Fujimori, entre 2000 et 2010, elle permet de gouverner d'une manière autoritaire lorsqu'on a la majorité au Congrès, mais en réalité, elle rend la position du président extrêmement compliquée, extrêmement difficile s'il n'a pas la majorité au Congrès. Or, Pedro Castillo, qui a été élu, ce qui a été une surprise absolument phénoménale, parce que personne ne le connaissait, n'a jamais eu la majorité au Congrès. Et donc, il s'est d'emblée retrouvé en situation difficile, et cette opposition s'est radicalement opposée à toute convocation d'une assemblée constituante pour réformer la Constitution. Comment est-ce que réagit la population péruvienne à toutes ces péripéties politiques ? Alors, fini cette page internationale pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée de Prod, réalisation en Télébeltop pour le compte de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter la page internationale Erlich Torelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Coup d'œil sur la météo, du soleil pour nous. Aujourd'hui à Boston, 52 degrés Fahrenheit, 11 degrés Celsius. Jacmel, 89 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent jeudi. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.